Voici le paradis de Robinson Crusoe. Une ville de nourriture, avec des quartiers de boîtes de conserve, de sacs d'aliments déshydratés et de bouteilles remplies du jus naturel des laboratoires d'alimentation. Ici, les choux de Bruxelles et les saucisses de Vienne ont leurs appartements privés. On voudrait éventrer quelques boîtes de pêche ou d'ananas pour que cette prodigieuse abondance ait une odeur. Mais ce geste serait profanation et surviendrait un gardien du temple déguisé en policier à motocyclette. Les peuples simples et confiants prendraient toute cette nourriture et feraient un festin. Nous l'épargnons, nous l'économisons. Vieille peur biblique du figuier sec, des 7 vaches maigres et de la manne qui ne tombe que dans les déserts. Mais notre angoisse millénaire de la faim, en homme pratique et bien conscient de ce qui plaît au dieu Amérique, nous l'avons transformée en une réussite financière colossale. Rien n'est conservé dans les entrepôts des supermarchés pour notre simple plaisir, mais pour la vente, la consommation, le gain, le profit. Manger en Amérique est une industrie. Il y a autant de différences entre un supermarché et un marché qu'entre Brigitte Bardot et la comtesse de Noailles. Rien ici n'est laissé au hasard. On a étudié les motivations secrètes de l'homme, fait travailler les spécialistes des sciences humaines, mis toutes les techniques scientifiques au service de la vente. On sait que 70% des choix se fait sur place. C'est pourquoi les sommes d'argent consacrées à l'emballage augmentent chaque année. Souvent, le prix du contenant sera plus élevé que celui du contenu. Pour vous obliger à passer par toutes les avenues du désir, les produits essentiels seront placés au fond du magasin. Ainsi, pour arriver au lait naturel, vous devez passer devant le lait en poudre. Nos enfants pourront acheter toute leur vie des côtelettes, des rôtis, des gigots, des carcasses de poulet, sans avoir jamais vu un bœuf, un agneau, une poule. À moins qu'un jour, à la recherche de couleurs locales, ils ne se mêlent aux touristes qui viennent photographier le pittoresque des vieux marchés. Mais comprendront-ils la véritable signification du marchandage, de l'échange, de la manipulation, de la pesée? Quanto? Che mio, ti voglio prendere tempo te. Nouveaux incroyants de ces anciens rituels, ils ne pourront même pas en avoir la nostalgie. Ils ne les auront pas connus. Deux genres d'articles alimentaires ont pris beaucoup d'importance ces dernières années. Les aliments congelés, parmi lesquels ces TV dinners, qui vous permettent de ne pas regarder la télévision en mangeant, et les aliments en conserve pour bébés. Ceux-ci, depuis 1953, ont septuplé, ce qui serait inquiétant s'il fallait en déduire une augmentation parallèle de la natalité. Un seul marchand offre 177 variétés de ces produits. Un supermarché offre environ 5000 articles différents. Vous en avez constamment 200 devant les yeux. Des paradis artificiels vous offrent des fruits qui ne sont pas défendus. On leur visse même parfois un bouchon pour plus de commodité. Devant tant de choix, avons-nous le choix? Ne sommes-nous pas le jouet d'impulsions psychiques, savamment provoquées? Essayez d'y flâner. Vous vous sentirez vite mal à l'aise, comme si vous étiez en train de voler quelque chose, le temps peut-être. Vous achèterez dans des sacs format géant de 5 livres des légumes qui se vendaient autrefois dans de petits sacs de 100 livres.
Le noir sera tabou parce que couleur de deuil. Le vert, par contre, aura pour fonction de vous rappeler le bien-être paradisiaque des tropiques. Le mythe du fruit que l'homme peut cueillir en tendant le bras trouvera son emploi dans le libre-service. L'homme qui mange du pain vitaminé et blanchi, songe-t-il à rendre grâce aux boulangeries industrielles? Se souvient-il des anciennes cuissons, de l'odeur d'une mie qui était symbole même de nourriture, des vieux rites de la table? Le pain moderne ne dispose pas en tout cas à des excès de lyrisme. On pense aux coussins de caoutchouc mousse qui doivent être fabriqués à peu près de la même façon. Même la fantaisie, ici, est systématisée. Le rythme est celui de l'automation. À une extrémité de l'usine pénètrent les ingrédients, farine, eau, produits chimiques, levure. À l'autre extrémité, le pain sort tranché, empaqueté, imprimé, si hygiénique que des moineaux le refusent. Ce dirigeable aplati comme une raie vous invite à faire le voyage organisé de la surabondance alimentaire. Vous passerez devant ces sphinx en peluche synthétique. Ce fusil, à capsule atomique, au tir interplanétaire, fera de votre fils une sorte de super cow-boy. Car dans un supermarché, vous avez droit à de super primes. Ces petits terminus, que sont les caisses enregistreuses, voient défiler de plus en plus de voyageurs. 72% des ventes s'enregistrent au compte des magasins organisés en chaîne. Mais des boutiques de type artisanal pourraient-elles suffire à la tâche de nourrir une métropole moderne? Pourraient-elles éviter la confusion et la congestion d'une nouvelle Babel? Selling this one cow here, head to side, gonna get a bit 11 and a quarter the cow bid 11, gonna get 11.25 with the big cow, I'll run 11 and a quarter the cow bid 11, gonna get 11.25 with the bid 11 cent, gonna get 11 and a quarter the cow, got 11, gonna get 11 and a quarter. I got 11, gonna be a quarter the cow, 11 cents, 11 and a quarter. Where's Plonsky? 11 cents. L'encanteur de ce marché d'animaux n'a pas encore été remplacé par un magnétophone. Il prononce la litanie des chiffres et des prix. Il est seul à pouvoir discerner sur les traits de l'acheteur le signe imperceptible de l'acquiescement. All right, we have this next heifer behind, gonna get bid for 12, 11 and a half, gonna be quarter, bid 11, gonna get 11.25, 11 and a quarter, and a half, 11 and a half, 75, 75, and 12, gonna get 12, give me a quarter, and 12 and a quarter, and 12 and a half, 12, 75, and 75, with 50, 75, 12 and a half, so divide 13, now it'll be 13, then gonna get 13, sold LA, 12 and 3 quarters. Ces bœufs de l'Ouest sont des vaches de Saint-Amable. Elles seront tuées avec humanité, grâce à la surveillance de la Société protectrice des animaux qui a exigé que la masse traditionnelle soit remplacée par le fusil à sommeur. On a même commencé à endormir certains animaux avant de leur donner le coup de grâce. C'est ainsi que, ironie du sort, on compte aujourd'hui les moutons avant de les endormir.
75, another 14, now going to get 14, go 14, ball at 13, B, 14, kick, 40 at 13, 75, and the 40, 13, 3/4. And we're going to get 13, a quarter, 13, now going to get 13, for 5, a quarter, 13, you're going to get 13, a quarter. And 13, a quarter, 13, you're going to get 13, a quarter, 13 and a half, a quarter, 13, 75. And 75, another 14, now going to get 14, ball at 13, B, 14, kick, 40 at 13, 75, and the 40, 13, 3/4. L'Amérique est un continent de carnivores. À Montréal, le bétail de l'Ouest arrive surtout aujourd'hui sous forme de carcasses suspendues par les pattes dans des wagons frigorifiques au rythme de 100 à 125 wagons par semaine. Les bœufs portent des noms anglais, Angus, Hereford, Durham, et meurent comme des soldats, frappés au front. Le bétail qui arrive sur pattes est devenu de plus en plus rare. Le voyage à travers les prairies canadiennes était pénible et prenait du temps. Il fallait s'arrêter pour nourrir et faire boire les bêtes. Certains bœufs mouraient en route, de fatigue ou de chaleur. Tous les peuples, toutes les religions ont leurs règles alimentaires, leurs tabous. En Inde, la vache est animal sacré. En Amérique, une sorte de tabou psychologique empêche les populations de manger de la viande de cheval. Les Juifs, non seulement ne mangent pas de porc, mais appliquent encore à leur alimentation carnée les préceptes hygiéniques de l'Ancien Testament. Tout organe doit être kosher, c'est-à-dire propre. Les abattoirs ressembleront-ils un jour à des cliniques? Aurons-nous réussi à chasser la vision concentrationnaire et par là à conjurer la hantise urbaine du sang des bêtes, versé consciemment et systématiquement? Les hommes de science, appuyés par les magazines populaires, ont proposé à un moment la solution du comprimé pharmaceutique, de la pilule farcie de protéines. C'était trop d'idéalisme. Le comprimé alimentaire n'est plus qu'une spécialité gastronomique des cosmonautes. Sur le plancher des vaches ou des porcs, nous faisons encore bonne confiance aux protéines naturelles ou, comme on dit en langage neuf, aux protides. Au Canada, un homme normal doit consommer en général 55 grammes de protides et une femme 45 grammes. Si donc vous, qui êtes des femmes, consommez dans une journée 8 onces de lait qui vous donne 9 grammes de protides, 3 onces de bœuf qui vous donne 20 grammes de protides, un œuf qui donne 6 grammes, une pomme de terre qui est l'équivalent d'une demi-tasse et donc qui vous en donne 2 grammes, et ensuite 4 tranches de pain qui vous donnent 8 grammes, vous avez là vos 45 grammes de protides nécessaires. Ceci, ça vaut évidemment pour une femme moyenne, c'est-à-dire qui pèse aux environs de 120 à 125 livres. Mais ça ne vaudrait pas dans le cas d'un homme qui pèse 150, 160 livres, ou même plus, ou bien d'un adolescent en pleine croissance,
ou d'une femme enceinte, par exemple. Il faudrait alors ajuster les besoins à la condition particulière de ces individus. Au Canada, de par notre culture, notre standard économique et nos habitudes alimentaires, nous sommes portés à tirer nos protides plutôt des aliments d'origine animale. C'est donc dire qu'en général, nous consommons des protides de bonne qualité. Nous mangeons toujours plus vite, toujours davantage. En une décade seulement, au Canada, augmentation moyenne de 18% par individu. Augmentation semblable, sans doute, aux États-Unis. Nous mangeons sans nous arrêter, car en mangeant, nous faisons des affaires. Et comme nous faisons toujours des affaires, nous mangeons tout le temps. Le hot dog, le hamburger et le sandwich sont des repas portatifs que nous pouvons engloutir derrière le dactylographe, devant le tableau de la bourse ou à côté d'une machine qui fabrique des semelles de souliers. Sommes-nous en train de battre le 100 mètres de la course aux calories? Aux immigrants allemands, nous avons emprunté les délicatessen. Aux juifs, les sucreries et le smoked meat. Aux italiens, la pizza et le spaghetti. Aux français, les sauces. Et peut-être, après tout, les french fries. Nous les mangerons alignés sur des tabourets, comme des prisonniers ou des catéchistes repentants. La conversation n'est pas interdite, elle est impossible. Que pourrait bien se dire le comptable végétarien et le camionneur en retard dans sa livraison? Et l'homme d'affaires abandonné par sa secrétaire serait-il compris par l'homme qui a manqué sa vocation? Le repos, la détente, le plaisir cèdent la place à l'anonyme récupération qui permettra de continuer la bataille du succès ou de la survie. Dans cet établissement, 84 personnes servent 2000 clients par jour en se relayant pendant 24 heures, 7 jours par semaine. On y sert 1500 sandwichs au corned beef ou au smoked meat, surtout le soir après le cinéma. Le nombre de places est prévu par la loi, de même que l'efficacité des appareils d'aération, le bon état des fils électriques et la moralité des chansons que répète sans cesse un ventriloque qu'il faut graisser, le jukebox. La cuisine est un dispensaire où l'on peut travailler à condition d'avoir subi un examen médical et d'être passé maître dans l'art du spaghetti instantané. Les inspecteurs sont chargés de surveiller la qualité de la nourriture. Une métropole avale ainsi chaque jour des wagons entiers de viande, dévore des tonnes de pâtes alimentaires, déguste des camions de pâtisseries si soufflées qu'elles ont l'air d'avoir été faites à l'air comprimé.
Nourriture cosmopolite, en si grande quantité, qu'il a fallu inventer des machines pour la servir, les automates. Pour avoir la pomme fameuse, ici, Adam aurait payé 10 sous, comme tout le monde. Les machines gardent la soupe chaude, respectent l'hygiène et rendent la monnaie. Peut-être un jour inventeront-elles une chaise et une table, ces objets qu'utilisèrent autrefois les civilisations inférieures. Bonsoir, monsieur. Bon, combien vous dois-je? 3,60. Merci. Nous avons inventé le repas mobile, que nous mangeons avant d'aller au lit, après la douche ou les exercices de yoga, ou lorsqu'il est temps de redécorer la chambre des enfants. Camping intérieur qui nous rappellera les temps héroïques où de beaux cow-boys bivouaqués au milieu des espaces vierges chantaient en s'accompagnant à la guitare des chansons de nomades nostalgiques. Comme eux, nous mangerons le poulet barbecue avec nos doigts, croyant retrouver ainsi les joies simples de la nature. Mais peut-être plus simplement, est-ce la nostalgie du repas conçu comme un art de vivre? Au milieu de l'abondance, la pauvreté du monde a ouvert des succursales, les soupes populaires. À qui apprend à vivre avec elle par nécessité, la faim donne un air tranquille, presque méditatif. Manger cesse d'être luxe ou demi-luxe, appropriation ou ivresse, pour devenir moment de repos, communion silencieuse. Cet homme n'est pas étranger sur cette terre où 2 hommes sur 3 ne mangent pas à leur faim. Mais il est étranger dans cette Amérique où le stationnement, l'architecture des écoles et la pollution des eaux sont de plus grands problèmes que la faim.
Sommes-nous en pleine barbarie? Vivons-nous une sorte de Moyen-Âge reconditionné où dans des grottes hygiéniques à plancher de terrazzo, de nouveaux sorciers préparent une renaissance d'un raffinement jamais connu? Ou allons-nous vers cet avenir artificiel un peu effrayant, déjà promis par les panneaux réclames des automates de New York? Notre alimentation conçue à l'échelle des grandes foules du XXe siècle pourra-t-elle un jour s'accorder à la grandeur de l'homme? Tout cela n'est-il que prodigieux essai? Manger, c'est introduire dans son corps des éléments étrangers, et par là, communier avec le cosmos.